Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Libre d'être riche que nous reprenons après une interruption d'un petit mois. Pour ceux qui nous ont suivis pendant ce mois-là, vous avez vu que nous avions redoublé d'informations sur la liberté financière, mais une information qui maintenant s'est arrêtée, donc on peut prendre un rythme un peu plus normal. Pour relancer ce cycle, j'avais envie d'expérimenter un nouveau format et donc d'expérimenter des interviews. Et je vais démarrer avec l'interview de Sébastien Ascon qui va se présenter dans quelques minutes. Bonjour Sébastien. Bonjour Nathalie. Des interviews et pour ce qui concerne Sébastien, nous allons parler d'immobilier. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, est-il encore temps d'investir dans l'immobilier en 2025 ? Sébastien, je te laisse la parole pour te présenter. Merci Nathalie, merci de m'accueillir sur ton podcast. Écoute, je m'appelle Sébastien Ascon, moi je vis dans le sud-ouest de la France, en banlieue toulousaine. Moi à la base je suis ingénieur informatique, je travaille pendant 15 ans en société de services informatiques et il y a 13 ans maintenant, un petit peu plus, ça fera bientôt 14 ans, j'ai décidé d'investir dans l'immobilier à la base pour constituer ma retraite. Je me suis dit, tiens, fais un premier achat et le moment venu, ça te paiera ou ça complétera ta retraite. Et puis, chemin Donc, tu faisant, étais salarié j'étais salarié, oui. et c'était en quelle année ? C'était en 2012, début 2012, j'ai fait ma première opération, voilà, comme je te le disais, pour préparer ma retraite. Et chemin faisant, j'ai adoré cette expérience et j'ai fait un premier achat, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis je te cache pas qu'au fil des opérations, mon intérêt pour l'immobilier grandissait et mon intérêt pour l'informatique diminuait. Ce qui m'a amené 3 ans plus tard à avoir compensé mes revenus salariés par de l'immobilier. Et donc, c'est donc en 2015 que j'ai décidé de quitter mon emploi, voilà, pour me lancer à mon compte, créer mon entreprise. Donc, à la base, avec de la location courte durée, hein, sinon il m'aurait fallu plus de temps et plus d'appartements. Et donc, en 2000, Combien de biens pour justement, en combien de biens as-tu pu remplacer ton revenu salarié par tes rentes immobilières ? il m'a fallu 5 biens pour remplacer le salaire par l'immobilier. Je précise en location courte durée, hein, parce qu'en location nue ou en location meublée, il m'aurait fallu plus de biens et plus de temps. Voilà. Et donc j'ai décidé de monter mon entreprise depuis 2015. Et puis donc depuis 2015, j'accompagne celles et ceux qui veulent investir dans l'immobilier pour se constituer des compléments de revenus, préparer la retraite ou leur transmission de patrimoine et bien entendu, à titre personnel, je continue à investir dans l'immobilier pour les mêmes raisons qui m'avaient poussé à le faire initialement, pour préparer ma retraite. Et puis j'ai aussi un fils et dans une logique de transmission de patrimoine, moi je pars du principe que quand on est parent avec la tête bien faite et bien sur les épaules, on a toujours envie de laisser un patrimoine à ses enfants et c'est aussi ce qui me motive à continuer les investissements immobiliers. On va croiser les doigts pour que le législateur n'ait pas envie de couper toutes les têtes qui dépassent. En tout cas, on le souhaite pour ton fils. Aujourd'hui, tu as combien de biens ? Aujourd'hui, 22 biens. Super. Donc, tu as investi, tu as commencé avec de la location courte durée. Aujourd'hui, tu continues avec de la location courte durée ? Alors, je continue à faire de la location courte durée, évidemment, parce que c'est le mode d'exploitation, enfin, c'est un des modes d'exploitation les plus rentables. Mais au fil des années, je me suis diversifié. Je suis passé sur de la colocation. Je fais également du meublé classique avec un locataire à l'année. J'ai aussi des appartements en nu et de manière un petit peu plus exotique ou anecdotique, du garage et un mobil-home aussi au bord de la mer. Tu dirais qu'il est encore temps de faire de l'immobilier en 2025 ou
Comment Alors, réponds-tu à cette question? je vais répondre à cette question. Juste, je voudrais revenir sur le choix de la diversification parce que moi, mon intérêt initial, c'était de quitter le plus rapidement possible le salariat. Mais au fil des opérations immobilières, je me retrouve avec un parc que j'appellerais sécuritaire parce que j'ai tout type de surface, du studio, du T2, du T3, du T4, du T5, du garage et du mobil-home, comme je t'ai dit, ce qui me permet d'adresser plusieurs catégories de locataires. Je vais toucher aussi bien de l'étudiant, que du jeune actif, que de la famille, que des jeunes qui souhaitent vivre en colocation ou encore du voyageur pour tout ce qui est location courte durée. Et si tu veux, ça me rassure parce que ça me permet d'adresser plusieurs types de profils locataires différents et c'est ce qui me met en sécurité. C'est-à-dire que j'ai commencé par une stratégie, mais j'ai poursuivi en développant d'autres stratégies pour pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc une stratégie rentable, mais qui effectivement, bah, d'une part, n'était pas diversifiée, c'était la seule stratégie, et d'autre part, éventuellement risquée par rapport à des changements législatifs ou bien par rapport à un Covid. Parce que là, ce que Exactement. j'entends, c'est qu'aujourd'hui, normalement, tu Entre passes les le deux. prochain Covid. Exactement, exactement. Et donc, je pourrais conseiller à toutes les personnes qui écouteront ton podcast, hein, voilà, peut-être de commencer par une stratégie, mais ensuite de se diversifier parce qu'on gère du risque, hein, quand on fait de l'immobilier. Il faut faire attention à investir correctement au bon endroit. Le but étant quand même de louer les appartements, parce que normalement, on a quand même un crédit sur chacun des biens. Voilà. Donc, faites les choses correctement en prenant le moins de risques possible. Bon, malgré tout, quand tu sais faire les choses correctement, comme toi, comme moi, le risque, il est maîtrisé, on sait où on met les pieds. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il faut encore faire de l'immobilier fin 2025, début 2026? Oui, et pour plusieurs raisons. Parce que ça reste encore un des leviers pour se constituer de la richesse sans avoir besoin de mettre énormément d'apports, voire pas d'apport du tout, en tout cas sur les petites opérations immobilières. Tu comprendras facilement, ou toutes les personnes qui écoutent, que quand tu fais de la bourse, de la crypto, il faut toujours une mise de départ. L'avantage que tu vas avoir avec l'immobilier, c'est que tu vas pouvoir bénéficier de l'effet de levier. Et donc, moyennant un apport minimum, tu vas pouvoir aller chercher 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros, 1 million d'euros. Il y a des gens qui vont te dire, oui, mais bon, les banques, elles prêtent plus. Alors, les banques prêtent à condition, bien sûr, d'amener un projet rentable. Et je fais souvent le parallèle entre l'immobilier et l'entrepreneuriat. Et je prends souvent l'exemple du boulanger. Imaginons un boulanger, alors, il a une activité tout à fait classique, il vend du pain, des viennoiseries, des sandwichs, des bouteilles d'eau, des sodas, etc. Et puis, à la fin du mois, systématiquement, il a à moins 5 000 euros. C'est-à-dire qu'il doit prendre 5 000 euros de son épargne personnelle pour maintenir sa boulangerie à flot. Et il a envie d'ouvrir une deuxième boulangerie. Est-ce que tu penses que s'il va voir son banquier en disant bonjour monsieur le banquier, je vais ouvrir une deuxième boulangerie, ouvrir les portes sachant qu'il est en perte sur son premier établissement? La réponse est non. C'est la même chose avec l'immobilier. Si on perd de l'argent sur chacune des opérations, inutile d'aller voir le banquier pour faire l'opération d'après, ce sera non. Et ça se comprend. De la même manière, si tu prêtes de l'argent à un ami, une amie qui te le rend jamais, voilà, tu lui prêteras l'argent une fois, pas deux fois, pas trois fois non plus. C'est pour ça qu'il faut trouver des projets rentables, toujours en faisant un prévisionnel de rentabilité. Vous devez savoir où vous allez avec les chiffres. Le loyer doit couvrir toutes les charges. C'est une condition qu'il faut toujours respecter. Elle est non négociable. Et j'irai plus loin. La plus-value, vous devez la réaliser à l'achat. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser la plus-value à l'achat? J'achète aujourd'hui un bien tout compris, allez, 100 000 euros pour prendre une valeur ronde. 100 000 euros, c'est le prix du bien mobilier, les travaux et les frais de notaire. Eh bien, il faut que ce bien en vaille 110 plutôt que 90. Comme ça, j'ai 10 000 euros de plus-value latente. Et ça nous met en sécurité financière. C'est-à-dire que si j'ai besoin de revendre ce bien immobilier en catastrophe à tout moment, eh bien, je sais que je peux le revendre, purger le crédit de la banque et il me reste de la trésor. Et cette trésor, on peut l'utiliser, ben, je ne sais pas, je vous le souhaite pas, mais pour faire face à des frais médicaux, peut-être qu'on a besoin de payer les études des enfants, etc., Mhm. etc. Donc, il faut toujours se mettre en sécurité financière. Donc, en faisant correctement mon analyse de marché, mon prévisionnel, si je sais que mon loyer couvre toutes mes charges, donc qu'à la fin du mois, mon activité sera bénéficiaire et qu'en plus, j'ai une plus-value à l'achat et donc je suis en sécurité parce que quelle que soit l'époque, La conjoncture. la conjoncture, je serai toujours capable de revendre mon bien et de récupérer de l'argent, eh ben je sais que je suis en sécurité. Donc voilà pourquoi, quand on fait les choses correctement, il n'y a aucun risque à faire de l'immobilier. Par contre, j'insiste, il faut bien Alors, sûr tout calculer.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais effectivement, je vais entendre pas mal de personnes qui vont dire, ouais, non, mais aujourd'hui, vu le prix de l'immobilier, vu comment ça a augmenté, vu que à Paris, on peut pas acheter à moins de 10 000 € du mètre carré, comment tu crois qu'on peut encore acheter de l'immobilier? Eh bien, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que je déconseille d'acheter de l'immobilier à Paris ou dans les grandes villes. Alors, d'un point de vue patrimonial, on est tous d'accord, ça va être formidable. Si tu achètes un appartement place de la République à Paris, c'est extraordinaire. Par contre, d'un point de vue rentabilité, ça va être beaucoup plus difficile. Et donc, par rapport à l'autofinancement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le loyer qui doit couvrir toutes les charges, ça sera très compliqué d'y arriver, sauf à mettre énormément d'apports sur le projet immobilier en question. Donc c'est pas forcément ce que je vais recommander. Il faut plutôt trouver, alors sans parler du fait qu'en plus à Paris, on va se trouver avec de l'encadrement des loyers ou du plafonnement des loyers. Ou de la location courte durée pas possible, etc. Exactement. Donc en fait, toutes les conditions sont réunies pour que ce soit compliqué, difficile et peu rentable. Donc moi, ce que je recommande plutôt, c'est d'aller dans des villes où le prix de l'immobilier va être beaucoup plus raisonnable, mais où on va quand même avoir de la demande locative et où en plus, on ne sera pas embêté par du plafonnement de loyer et où on ne sera pas non plus embêté par des contraintes sur la location courte durée pour toutes les personnes qui veulent faire de la location courte durée. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'investissement, tu peux le faire facilement dans des villes de taille moyenne entre voilà, à partir de 50 000 habitants ou plus, tu prends pas beaucoup de risques. Il y a toujours une demande locative, il y a un tissu économique local, il va y avoir des établissements d'études supérieures, tu prends pas beaucoup de risques. Après, tu peux descendre dans des communes plus petites, 30 000 habitants, 20 000 habitants, 3 000 habitants. Attention, là, ça va demander une analyse plus poussée, il faut savoir où on met les pieds, mais ça reste possible. Et ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est me mettre même dans des villes de 3 000, 5 000, 10 000 habitants, mais en proximité immédiate, en agglomération immédiate de villes beaucoup plus importantes. Parce que dès que tu Mhm. passes de l'autre côté du périphérique, mécaniquement, le prix du mètre carré en général, il tombe. Par contre, la demande locative reste la même. Et voilà Ouais. comment on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc, en termes de ville, c'est surtout le mètre carré qui va te permettre de savoir où acheter, le prix Alors, au mètre carré. oui, c'est ça qui va guider ma recherche de la ville, mais ce n'est pas suffisant. Le prix du mètre carré, c'est intéressant. Ensuite, il faut qu'il y ait un tissu économique et une activité voilà, qui attire de la demande locative. Parce qu'on est tous d'accord, on va tous trouver au fin fond du Cantal un village de 50 habitants où le prix de l'immobilier sera faible. Après, Peut-être attention, quelques petits travaux à prévoir quand même. des travaux, ça encore, ça se gère, mais c'est surtout la demande locative, elle va être absente. Non, il faut savoir ménager la chèvre et le chou. Je dois trouver un endroit, un secteur où le prix de l'immobilier est raisonnable et où je vais avoir une attractivité. Alors ça peut être soit un tissu économique, soit un pôle universitaire. Parfois on a même les deux. C'est là qu'il va falloir se positionner. Alors, on va dire que malheureusement, j'habite Paris ou j'habite en banlieue parisienne ou j'habite Neuilly ou peu importe. Et que donc, je suis dans une ville où le prix du mètre carré est certainement prohibitif pour avoir une rentabilité. Est-ce que je peux investir ailleurs en France ou qu'est-ce que je fais? Ou je suis condamnée à ne pas acheter d'immobilier? Tout ça parce que j'ai le malheur d'habiter Neuilly. Il y a pire, mais quand même. Il y a pire. Alors non seulement je te recommande fortement d'investir et tout en restant à Neuilly. Donc c'est très simple en fait. Bah, il suffit de moi ce que j'aime bien faire c'est prendre Google Maps, tu traces un cercle de 50, 100 km jusqu'à trouver de la valeur limite à laquelle tu veux aller et à l'intérieur de ce cercle on va trouver des villes intéressantes pour l'investissement immobilier. Moi j'accompagne tout un tas de personnes qui sont en région parisienne et on trouve des investissements immobiliers. Et c'est facilement entendable, puisque le prix est prohibitif en région parisienne, ou en tout cas à Neuilly, Paris Intramuros, etc., plutôt que de rien faire, aller faire de l'investissement immobilier ailleurs. Non seulement c'est un capital que vous allez vous constituer, c'est un capital que vous allez amortir grâce au remboursement du crédit par les locataires. Et in fine, si vous gardez ce bien immobilier 5 ans, 10 ans, pourquoi pas 20 ans ou ad vitam aeternam, eh bien vous aurez un patrimoine immobilier, voire financier ensuite, pour le coup que vous serez constitué, même si vous habitez Paris. Mais habiter Paris ne doit pas vous empêcher d'investir. Et quand on habite Paris, région parisienne, il n'y a pas besoin de faire 500 kilomètres pour trouver des secteurs où l'immobilier va être rentable, hein. On trouve des secteurs beaucoup plus proches. Alors, si tu avais deux, trois conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer en 2025-2026, ça serait quoi ces conseils? Alors, le premier conseil, ce serait de bien faire
une étude de marché pour savoir où on va acheter son bien immobilier et sur quel type de bien immobilier se positionner. Il faut absolument savoir ce qu'on veut faire, sinon je sais très bien ce qui se passe. On va consulter les petites annonces, on va regarder un studio du côté de Strasbourg, et puis un immeuble de rapport du côté de Brest, et puis un T2 du côté de Toulouse. Non, il faut être focus à la fois sur un secteur et un type de bien pour ne pas se disperser. On a tous que 24 heures dans une seule journée, donc il va falloir optimiser les recherches. Mhm. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a déterminé son secteur et son type de bien, consulter les annonces et aller faire les visites. Et je pars du principe qu'il n'y a aucune visite inutile, parce que même si la visite n'est pas concluante, voilà, le bien ne nous convient pas, c'est toujours intéressant de dire à l'agent immobilier pourquoi le bien ne nous intéresse pas. L'agent immobilier va enregistrer cette information et sera à même de nous proposer, alors dans 2 jours, dans 2 semaines ou dans 2 mois, un bien qui correspondra ensuite à nos attentes. Voilà le premier conseil que je pourrais donner. Donc soyez clair sur ce que vous cherchez. Ensuite, on voit bien aujourd'hui que les caisses de l'État ne sont pas au mieux. Donc, ne comptez pas sur l'État pour financer votre retraite. Je pars du principe que si vous avez une retraite, c'est très bien, ce sera le gâteau. À nous d'aller chercher la cerise. Donc, faites de l'immobilier vraiment pour penser à vos vieux jours, à votre retraite. Et comme je l'ai évoqué un petit peu plus tôt dans cette interview, ce patrimoine, en fait, c'est très important de se le constituer pour ensuite le transmettre à ses enfants. Voilà, ça, c'est une valeur forte qui m'anime. Et dernier point, et non des moindres, cet immobilier, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour vous constituer des compléments de revenus grâce aux bénéfices ou au cash flow que vous allez pouvoir sortir tous les mois. J'avais pris quelques chiffres en préparant cette interview. Est-ce que tu savais que entre 1996 et 2023, le salaire moyen en France avait augmenté de 13%. Sur la même période, le prix de l'immobilier a augmenté de 130%, c'est-à-dire qu'il a fait x 2,3, et les loyers ont augmenté de 37,3%. La conclusion de tout ça, eh ben, c'est que le travail avec l'immobilier paye bien plus que le travail avec le salarié. Alors attention, je ne suis pas en train de dire posez votre démission demain. Mais ça peut être le complément qui fera toute la différence. Est-ce qu'il faut des qualités particulières pour être rentier de l'immobilier ou pour pouvoir réussir dans l'immobilier ou quelles seraient les qualités que tu attribuerais à un investisseur immobilier? Il faut être persistant parce que la bonne affaire, le bon bien, on le trouvera jamais, sauf cas exceptionnel, sur la première visite. Et quand bien même on le trouve, eh ben, on va faire une offre d'achat adéquate avec le prévisionnel qu'on s'est fixé. Et cette offre d'achat, elle passera pas forcément. Forcément, le vendeur, vous pouvez faire l'offre que vous voulez, mais le vendeur n'est pas obligé de l'accepter. Donc, il faut être prêt à faire des visites, faire des offres d'achat qui ne passeront pas, et ensuite, eh bien, être aussi prêt à faire la tournée des banques pour aller défendre le projet immobilier. Généralement, quand on commence la première ou la deuxième opération, ça va, on a une capacité d'emprunt encore intacte. Par contre, plus les investissements vont se cumuler, plus vous allez avancer dans votre carrière d'investisseur, plus votre taux d'endettement va gonfler, et c'est là qu'il va falloir aller convaincre le banquier. Donc soyez prêt à faire plusieurs rendez-vous bancaires si vous avez un refus. Et attention, c'est pas parce que le banquier vous donne un refus qu'il faut s'arrêter à un refus. Ce banquier-là vous a donné un refus, mais peut-être que le banquier de l'agence d'à côté, d'une autre enseigne, vous donnera un accord. Ça m'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé. Et peut-être même qu'au sein d'une même enseigne, et ça m'est déjà arrivé, un Crédit Agricole vous dira non, et une autre agence du Crédit Agricole vous dira oui. Ça, c'est de l'histoire vécue. Ça m'est déjà Et arrivé. Donc, ça il me faut être rappelle persistant. une anecdote d'une personne effectivement qui était dans la formation Richesse Liberté et qui me dit non mais ça n'a pas marché, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas et qu'est-ce qui bah, j'ai pas pu investir. Ok, donc pourquoi t'as pas pu investir? Je dis bah, parce que je voulais acheter l'appartement à côté de chez moi et le propriétaire voulait pas vendre. Donc forcément l'investissement immobilier ça marche pas. Voilà, c'est Ah exactement oui. ça l'idée, c'est que c'est pas parce qu'on est acheteur que l'autre est vendeur. Donc il faut être Oui, alors d'accord. ça c'est encore un autre cas. Celui-là, j'y avais même pas pensé, mais effectivement, effectivement, On persiste et on pousse les portes. J'ai bien entendu ça. exactement, parce que personne va les ouvrir pour vous, hein, donc il faut les ouvrir. Est-ce qu'il y a une autre qualité que tu rajouterais ou...
Il faut avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur. Voilà. Quand tu fais de l'investissement immobilier, comme quand tu es chef d'entreprise, tu passes par des phases d'euphorie, par des phases qui sont un petit peu plus difficiles. Il faut savoir les accepter, il faut savoir les encaisser. Et ce que je vous indiquais aussi, haute qualité, vous pouvez pas tout faire tout seul. Vous pouvez pas à la fois chercher le bien immobilier, faire les travaux, faire la décoration. L'immobilier, ça reste un travail d'équipe. Je m'étais amusé à lister tous les intervenants sur un projet immobilier. Donc, il y a vous en tant qu'investisseur immobilier, bien sûr, mais il y a l'agent immobilier, il y a le courtier, ou il y a le banquier, il y a l'expert comptable, il y a les artisans, il y a la décoratrice d'intérieur. Il y a le gars de chez Leroy Merlin qui va te vendre le bac de douche et tu as celui de chez Castorama qui va te vendre le Le parquet. parquet. Il y a tout un écosystème de personnes et c'est un travail d'équipe. On ne peut pas faire tout seul, sans quoi ça prend du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et je pars du principe que quand on est investisseur immobilier, tu vois, il faut se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Notre activité, c'est la recherche de biens immobiliers, la recherche du financement, mais après, tout ce qui en découle, il faut le déléguer. La gestion des travaux, pourquoi pas déléguer la gestion des appartements, parce que tout le temps qu'on délègue sur ces sujets-là, on peut le repasser à chercher Faire de autre nouveaux biens chose, à immobiliers trouver et d'autres obtenir biens. de nouveaux financements. Le cas que je prends souvent, c'est l'exemple de Sébastien Bazin, qui est le PDG du groupe Accor. Parce qu'on me demande souvent, mais Sébastien, la location courte durée, ça prend du temps, non? Ben non, non, parce que comme je viens de l'expliquer, il faut déléguer. Et donc le cas extrême que je prends, c'est le président directeur général du groupe Accor. Est-ce que vous pensez que cette personne, tous les matins, elle fait le ménage dans les chambres, elle va changer les ampoules électriques qui sont cassées et elle accueille les voyageurs? Non, lui, il est plutôt sur des stratégies de rachat d'hôtels ou de construction d'hôtels sur la partie haute de son écosystème. C'est exactement la même chose pour nous à notre petit niveau. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Par contre, il ne faut pas perdre de vue que ça reste un boulot de chef d'entreprise. Tu vois, j'ai pris l'exemple d'Accor, tout à l'heure j'ai pris celui du boulanger, et c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner. Oui, c'est quelque chose que j'aime effectivement. C'est donc ce que tu dis, c'est que entre un investisseur immobilier et un entrepreneur, il n'y a pas tant de différence que ça. Non, Le support peut être différent, mais on est toujours dans une mentalité d'entrepreneuriat, quoi. exactement. Et d'ailleurs, à la fin de l'année, tu as toujours un bilan comptable à tenir, hein. Absolument. Et du coup, ça va bien vers ma question suivante, à savoir, est-ce que tu as investi ou est-ce que tu conseilles d'investir en propre ou bien via une SCI, via une société, une SAS, une SARL, enfin bref, c'est... Et toi, peut-être, comment tu as investi? Est-ce que tu as investi en propre? Est-ce que tu as investi via des structures? Qu'est-ce que tu dirais de ça? Alors, chaque cas est particulier. C'est pour ça qu'il existe du nom propre, de la SCI, de la SAS ou de la SARL. Généralement, euh, les gens commencent par de l'achat en nom propre. Alors, évidemment, si vous voulez acheter un seul appartement dans toute votre vie, n'allez pas vous casser la tête à monter une SCI ou une structure commerciale. Le nom propre suffira. Merci. Par contre, généralement, on commence en nom propre et quand on prend goût à l'immobilier, qu'on va faire deux opérations, 3, 4, 5, 10, 15, etc., se pose la question de la structuration de l'activité immobilière. Pour plusieurs raisons, tu vois, j'en reviens toujours à mon sujet de cœur, pour de la transmission de patrimoine, mais également, après, ça peut être pour des raisons fiscales et de poursuite de l'investissement. Quand on multiplie les investissements immobiliers, ben, on va forcément chercher des investissements qui sont plus gros. Donc, on a besoin d'aller chercher du renfort. Ce renfort, ben, il peut se faire avec une autre personne qui va venir associer d'une structure, amener de la capacité d'emprunt ou amener de l'apport. C'est là qu'on commence à réfléchir à des structures au minimum comme de la SCI. C'est la société la plus adéquate pour faire de l'immobilier. Et ensuite, quand on est encore plus avancé, qu'on a plusieurs activités, comme toi et moi, on peut réfléchir à des systèmes avec des holdings ou par des conventions de trésorerie, on fait circuler de l'argent d'une entreprise à l'autre en limitant la fiscalité plutôt que de sortir de l'argent sous forme de dividendes où on est taxé à minimum 30% avec la flat tax pour les réinjecter. Donc avec un système de holding, on peut optimiser cette fiscalité. Mais pour répondre à ta question, voilà, généralement, on commence par du nom propre et ensuite, on continue avec de la SCI de manière plus anecdotique avec de la société commerciale. Donc, quand je parle de société commerciale, c'est de la SAS ou de la SARL. Je parle anecdotique, sauf quand on a des activités de location courte durée ou autre. Mais sur de l'immobilier plus traditionnel, entre guillemets, la SAS, pardon, la SCI.
suffit. Attention à bien anticiper la fiscalité sur du nu en nom propre. La fiscalité, en tout cas à l'heure où on tourne ce podcast, sera toujours plus punitive que sur du meublé. Ça va être la même chose en SCI. En SCI à l'IR, on ne peut faire que du nu. La fiscalité sera plus punitive qu'un SCI à l'IS où là le fonctionnement fonctionne comme celui d'une entreprise classique, c'est-à-dire qu'il n'y a que la base imposable qui est fiscalité. L'objectif étant de créer du déficit pour ne pas être imposable sur les revenus locatifs. Et la deuxième particularité, c'est pour ça que je préfère, à terme, j'aime bien les investissements en entreprise, c'est qu'on est sur une fiscalité qui est plus stable que la fiscalité particulier, enfin des particuliers, puisque cette fiscalité, elle bouge à peu près Ouais. tous les ans, pour pas dire, oui, pour pas dire tous les ans. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'on a une fiscalité beaucoup plus douce, hein. Tu vois, l'exemple que je prends souvent, c'est que on va prendre une tranche marginale d'imposition à 30%. Pour du non propre, là-dessus, tu rajoutes des prélèvements sociaux à 17,2%. On est déjà à 47,2% de fiscalité. Alors que de l'autre côté, en société, tu as un premier palier à 15% et un second à 25%. C'est-à-dire que même si tu es au maximum de la fiscalité d'entreprise, tu es à 25%. De l'autre côté, on était à 47,2%. Alors, avec la différence, pour ceux qui nous écoutent, que dans un cas, l'argent est dans ta poche, de l'autre côté, il n'est pas dans ta poche. Mais c'est, Exactement. je dirais, le prix à payer pour avoir un peu plus d'argent, pour pouvoir effectivement réinvestir derrière. Exactement. Merci pour d'abord tous ces conseils, ces illustrations et puis ces points de vue. Tu accompagnes donc des personnes pour les aider à avancer dans l'immobilier. Je sais que tu as un événement bientôt. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, bien sûr, avec plaisir. Écoute, à compter du 26 octobre 2025, voilà, dans quelques jours maintenant, et pendant 5 jours, j'organise un challenge que je vais co-animer avec ma compagne de vie, Aude, et on va animer un événement dans lequel on va vous expliquer en 5 jours, durant 5 lives, comment acheter 2 appartements rentables grâce à la méthode MRE, et tout ça en moins de 12 mois. Donc sur chacun des soirs, on va animer une thématique. La méthode qu'on utilise, comme on l'a évoqué en début d'entretien, pour trouver des investissements immobiliers rentables, donc dans quelle ville aller chercher ces investissements, quels sont les modes d'exploitation. On va bien entendu parler des blocages qu'on peut avoir quand on fait de l'investissement immobilier. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, les taux de crédit sont trop élevés, les banques ne prêtent pas, ne prêtent plus. On va essayer d'y voir plus clair et tout ça, et vous allez vous rendre compte que ce sont souvent des idées reçues. On parlera bien entendu financement, comment obtenir un financement immobilier en fin 2025, début 2026. On parlera bien sûr fiscalité, même si on l'a rapidement abordé ici, et on verra comment passer de 2 biens immobiliers à 5, puis 10. Et donc pour cet événement, on a également des invités de marque qui viendront, puisqu'on aura un avocat, un notaire et un expert comptable à qui toutes les personnes qui sont présentes pourront poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Bah, super. Et donc, pour ce challenge, on mettra le lien dans la description du podcast. Donc, les personnes qui vont voir ce podcast dans les prochains jours vont pouvoir profiter du challenge. Si jamais des personnes voient ou écoutent le podcast lundi, est-ce qu'ils peuvent prendre le train en marche? Ils peuvent prendre le train en marche, il y aura toujours la page d'inscription qui sera là. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Sébastien. J'espère que vous avez apprécié ce premier format ou cette première interview sur ce format d'interview. Et si vous avez des commentaires à faire, vous n'hésitez pas sous la vidéo ou bien en répondant au mail qui vous aura informé de ce podcast. Merci Sébastien. Merci à toi Nathalie. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.